Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va faire trois cours, le monde microbien, la physiologie bactérienne et la génétique bactérienne. Donc, tout d'abord, comme introduction, quand on dit microbiologie, je pense que la première chose qui vous vient à l'esprit, c'est la bactérie. Eh bien, sachez que la microbiologie, ça n'égale pas aux bactéries. Ce n'est pas l'étude que des bactéries, mais c'est un peu plus vaste. On peut décortiquer le mot en trois parties. On a micro, on a bio et on a logie. Micro, à votre avis, c'est tout ce qui est petit, donc tout ce qui est invisible à l'œil nu. Donc c'est tout ce qu'on voit au microscope. Bio, c'est pour tout ce qui est vivant. Quand on dit quelque chose de bio, c'est tout ce qui est vivant, tout ce qui est être vivant. Et logie, c'est quelque chose que vous entendez souvent dans différents modules. Et ben logie, c'est l'étude de quelque chose. Si on regroupe tout cela, c'est l'étude des micro-organismes vivants. Et ben quand on dit micro c'est par rapport que c'est pas visible. Et quand on dit micro-organismes vivants, on comprend que ça n'englobe pas seulement les bactéries, mais ça peut englober les parasites. Quand vous venez de faire le cours de parasitologie, et ben la microbiologie, ça englobe les parasites, ça englobe les virus, les bactéries et aussi les champignons. Mais il faut savoir se poser la question. Vous allez voir un peu plus après quand vous allez avancer dans les cours de parasitologie qu'il y a des parasites qui sont visibles, qui sont vraiment plus que visibles, qui peuvent prendre la taille de plusieurs mètres. C'est ce qui fait que la parasitologie, elle a pris un peu sa part et est une spécialité indépendante. Ça, c'était juste un peu pour l'introduction, pour le module, pour que vous sachiez que c'est pas parce qu'on va faire les bactéries que ça englobe que ça. Après ça, dans votre cours, je pense que la première chose que vous allez retrouver dans le cours officiel, c'est à peu près ça. Sachez que c'est pas très essentiel à comprendre, mais c'est seulement, il y a une seule information à retenir de cette plaque. Je vais vous la dire après. Il faut savoir quand on parle d'êtres vivants, ça ne concerne pas que l'homme. Ça concerne les animaux, les végétaux et les protistes. Eh bien, cette partie qu'on appelle protistes, c'est ce qui nous intéresse ici, puisqu'on a des protistes supérieurs et des protistes inférieurs. Les protistes supérieurs, ça ne nous intéresse pas. C'est tout ce qui est parasites, champignons. C'est pas ce qui nous intéresse ici. On a les protistes inférieurs, c'est là qu'on retrouve la partie de notre cours, c'est les bactéries. Il faut savoir que c'est une classification qui est ancienne. Auparavant, on disait que les bactéries, c'était des protistes inférieurs. Mais maintenant, on les définit par une nouvelle classification, quoique cette information, ça peut tomber dans les QCM, donc c'est le seul truc à retenir de cette plaque. Après ça, on va diviser ce cours en trois parties. On va parler en général, qu'est-ce que c'est une bactérie. On va faire sa structure, de quoi elle est composée, et tout. Et à la fin, on va faire un petit tableau récapitulatif qui va faire une petite comparaison entre certains critères. On commence d'abord par la bactérie. Je pense que, comme vous avez vu en première année dans le module de cytologie, la première des choses qu'on vous a parlé, c'était les cellules eucaryotes et les cellules prokaryotes. Eh ben, c'est ce que on va en parler aujourd'hui. Pour faire simple, une cellule eucaryote, c'est une cellule qui contient un noyau et des organites. Alors qu'une cellule prokaryote, c'est tout à fait le contraire, ne contient pas de noyau. C'est ça la petite différence entre les deux. Donc, on a le mot karyote. Karyote, c'est pour le mot noyau. Et pour faire un peu la différence, prokaryote, il y a du P. Donc, le P, ça veut dire pas de noyau. Comme ça pour le retenir. Et eucaryote, donc il n'y a pas de P, donc elle contient un noyau. Ça, c'était pour vous dire en vrai que nous, les êtres humains, nous avons dans notre corps des cellules eucaryotes qui contiennent un noyau et tout cela, même les animaux, même les végétaux. Alors que la bactérie, c'est une cellule qui est prokaryote. Donc, pour récapituler, une bactérie, c'est un micro-organisme, donc elle est invisible à l'œil nu. C'est un protiste inférieur et c'est une cellule prokaryote. Déjà, on est en train de faire la définition d'une bactérie. Après ça, il faut savoir que quand on parle de cellules prokaryotes, elle est toujours unicellulaire. Et eucaryote, c'est le contraire, elle peut être les deux.
Je vais vous donner un exemple pour simplifier. Par exemple, chez les animaux ou chez l'être humain, il y a plusieurs types de cellules. Il y a des cellules nucléaires, des cellules digestives, des cellules un peu partout. C'est ce qui fait qu'on dit qu'ils sont pluricellulaires. Donc, il y a plusieurs cellules à l'intérieur du même organisme qui est l'être humain ou l'animal. Alors que la bactérie, quand je vous dis la bactérie, par exemple, la bactérie de la tuberculose, c'est une seule bactérie. C'est unitaire. كاين وحده برك qui représente la bactérie de la tuberculose. شغل داخلها ما كانش d'autres cellules. Non, c'est elle-même une cellule. Donc voilà, c'était pour donner quelques exemples. Les êtres humains, les animaux, les plantes, les protozoaires, tout cela, c'est des eucaryotes. Et ce qui nous intéresse ici, c'est les prokaryotes qui sont des bactéries. Donc, pour définir une bactérie, on va dire que c'est un micro-organisme, donc invisible à l'œil nu, c'est une cellule prokaryote unicellulaire. Tout simplement, c'est une petite définition que vous devrez retenir. Après ça, on passe à la structure d'une bactérie. Puisque c'est une cellule, donc on aura plusieurs composants. Il y a certains composants que vous allez remarquer que vous connaissez. Par exemple, le cytoplasme, le chromosome, la membrane plasmique. Comme il y en a d'autres qui sont un peu nouveaux, on va dire. Il faut savoir qu'une bactérie, pour définir une bactérie, qu'elle existe, qu'elle est vivante, elle n'a pas besoin de tout cela. Elle a besoin que certains de ses constituants soient présents pour dire que c'est une bactérie qui est bien vivante, qui est bien existante. Si l'un de ces composants qui sont vraiment essentiels à sa survie n'existe pas, elle-même, elle n'existe pas. Donc, c'est une bactérie qui est morte. Cette petite intro, c'était pour vous dire que vous allez m'entendre dire dans les prochaines structures, répétez le mot obligatoire et facultatif. Il faut savoir, quand je dis que un élément est obligatoire, ça veut dire sans lui, elle n'existe pas, elle est morte, ma cache bactérie. Alors que le mot facultatif, elle peut l'avoir, elle peut ne pas l'avoir. Mais c'est pas obligé. Donc là, c'était pour mettre un peu le point. On va commencer d'abord par la capsule. Avant de rentrer dans les détails de la capsule, vous avez vu, parmi ses constituants, il y a membrane plasmique, il y a paroi, il y a capsule. Sachez que ces trois-là, c'est des couches. Elle a différentes couches. Elle a capsule, paroi et membrane plasmique. Pour un peu simplifier la chose, imaginez une personne. Une personne, elle va porter une veste. Sous la veste, il y aura des vêtements, un pull par exemple et un pantalon. Et sous les vêtements, il y aura des sous-vêtements. Donc, à votre avis, il peut sortir son veste, il peut la porter, c'est pas nécessaire. C'est la même chose que la capsule. La capsule, il y a la veste. Elle peut l'avoir la bactérie et c'est bien si elle la met, elle est protégée. Par exemple, la veste, on se protège du froid, de la pluie et tout. Alors que pour ce qui est des vêtements et des sous-vêtements qui sont sous la veste, ils sont essentiels. Une personne qui sort sans ses vêtements ou sans ses sous-vêtements, on n'est pas dans le terme d'un individu normal. C'est la même chose pour la bactérie, elle peut pas exister sans sa paroi et sans sa membrane plasmique. Ils sont essentiels pour sa survie et pour son existence. Donc, on commence par la capsule. La capsule, comme vous voyez ici, c'est cette partie qui est en orange, la plus superficielle. Juste en dessous, en gris, il y a la paroi. Et juste après, il y a la membrane cytoplasmique ou plasmique en jaune. Donc, cette capsule, elle peut l'avoir, elle peut ne pas l'avoir. Donc, elle est facultative. On a dit que elle sert à se protéger. Donc, ce type de bactéries, certaines bactéries, pas tous, si elles ont cette capsule, ça veut dire qu'elles sont puissantes. Ils sont bien protégés et c'est bien. Mais un peu son défaut, c'est qu'elle est mise en évidence par l'encre de Chine. Pour retenir un peu ces trois caractéristiques, c'est assez simple. Une capsule, elle est puissante, China et tout, mais c'est pas tout le monde l'endo. Et son défaut, c'est qu'elle est Made in China. Made in China, c'est pour l'encre de Chine. C'est un peu une petite astuce pour que vous reteniez tout cela. Après ça, donc ça c'était pour la capsule. On passe à la prochaine couche. La prochaine couche, on a dit que c'était la paroi. La paroi, on a dit que c'était les vêtements.
Donc les vêtements, à votre avis, حنا كنلبسوا des vêtements, par exemple un pull, نقولوا هاد le pull رجعني سمين. Vraiment, je بيني سمين بزاف. Alors que par exemple, tu prends un autre pull, نقولوا كحل, حنا نموتوا les Algériens à la couleur noire, et تقول هاد le pull il est bien, رجعني رقيق. Eh ben, ce qui fait la différence entre les bactéries, c'est cette paroi qui leur donne différentes formes. Il y a des bactéries saines, il y a des bactéries rares, il y a un peu déformées. C'est ce qui fait leurs caractéristiques. Donc, comme vous voyez ici, on a des sphères. Vous allez après, dans le deuxième chapitre, les faire, c'est ce qu'on appelle les coccyes. Vous avez ce genre de structures en bâtonnets, on les appelle des bacilles. Il y a d'autres formes un peu mélangées, il y a des formes intermédiaires. Vous allez faire tout cela en détail dans le deuxième chapitre, Inch'Allah. Après ça, eh bien cette paroi, comment dirais-je, elle donne la forme à ces bactéries et en même temps, elle les a divisées en deux groupes. Je crois déjà, elle leur a donné une caractéristique, ils sont un peu plus allongés et tout, et en même temps, elle leur a donné une certaine caractéristique qui a été découverte par Monsieur Graham. Et bien, Monsieur Graham a une expérience. En microbiologie, vous allez voir que à chaque fois, pour qu'ils découvrent quelque chose ou pour qu'ils confirment quelque chose, ils font des expériences. Et bien, l'expérience, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris deux groupes de cellules. Le premier groupe, c'est le deuxième groupe. Il les a colorés avec un colorant qui est violet. On l'appelle le violet de gentiane. Donc violet de gentiane. Qu'est-ce qui va se passer? Logiquement, ils sont devenus violets. Après ça, il a décidé de fixer cette couleur. Il a utilisé ce qu'on appelle l'iodine, où vous allez trouver dans votre cours l'iodo-ioduré, c'est la même chose, c'est formé de l'iodine. C'est pour fixer la couleur. Après ça, madame, il a fixé la couleur, qu'est-ce qu'il va faire? Eh ben, tout bêtement, il va essayer d'enlever la couleur. Vous avez déjà, je pense, vu ça en anapathe. Si on veut enlever une couleur, on va utiliser de l'alcool. On va utiliser tout ce qui est alcoolique. Donc, il a mis de l'alcool. Logiquement, ils vont perdre cette couleur. Comme vous voyez, certaines de ces bactéries ont perdu leur couleur. Après ça, il a utilisé un deuxième colorant. Donc, au début, il a coloré au violet, puis il a fixé, puis il a enlevé la couleur. Et à la fin, il a utilisé un deuxième colorant, ce qu'on appelle la fuchsine. La fuchsine, c'est un colorant qui est rose, comme vous voyez ici. Logiquement, on a enlevé la couleur violet. Logiquement, ils vont devenir les deux groupes en rose. Et on aura un résultat pareil. Et bien, en vrai, il y a eu deux résultats différents. C'est ce qui a fait que les bactéries, on les a divisées en deux grands groupes. Le premier groupe est resté violet, ce qui est bizarre. Et le deuxième groupe est devenu rose, ce qui paraît plus logique. Eh bien, c'est cette expérience qui a fait qu'on a divisé ces deux groupes et on a nommé le premier groupe en gramme positif et le deuxième groupe en gramme négatif. On va voir après pourquoi cette appellation. Là, comme vous voyez, on est entré un peu dans l'ultrastructure de la paroi. La partie, c'est un membrane plasmique. Mais ça nous intéresse pas pour le moment. La partie c'est ce qui nous intéresse pour les deux types de cellules. Ben, quand vous voyez, grain positif, elle a quelque chose en plus. Puisqu'elle est positive, donc plus, elle a plus de peptidoglycane. C'est cette grande couche. Il faut savoir que ce peptidoglycane, qu'on appelle aussi murine, c'est comme un mur. Par son nom, vous allez déduire ce qu'il contient. Il y a du peptidou, donc il y a des protéines, et glycane pour glucides. Donc c'est des chaînes de glucides et des chaînes de protéines, tout simplement. Après ça, vu que grain positif, elle a plus de peptidoglycane, donc grain négatif, elle a moins de peptidoglycane. Et elle a cette fine couche de peptidoglycane. Et bien, gramme négatif, وش قالت أنا كيفاش حقروني j'ai une petite couche هكايا تاع peptidoglycane ماشي affaire. Qu'est-ce qu'elle a décidé de faire? Et ben, elle a décidé قالت أنايا j'aurai quelque chose d'autre qui va me différencier. Elle a un périplasme ou ce qu'on appelle un espace périplasmique qui va séparer. Quand on dit périplasme, il y a le mot plasme, donc membrane plasmique, ça va séparer la membrane plasmique du peptidoglycane. Et elle a rajouté une membrane externe, زادتها الروحة.
elle se dit, je dois me mettre à la hauteur des gram-positifs. Donc, pour récapituler, gram-positif, elle a une couche en plus de peptidoglycane et gram-négatif, elle a une couche en moins de peptidoglycane. Et pour rattraper un peu ce qu'elle a en moins, elle a un espace périplasmique et une membrane externe. Gram-négatif, elle ne s'était pas arrêtée que là. Ces deux types de groupes de bactéries, ils ont certains éléments de virulence qui font des bactéries méchantes. Gram positif, elle a ce qu'on appelle l'acide teichoïque, et gram négatif, elle a les LPS et les porines. Déjà, on voit toujours que gram négatif, elle essaie toujours de se rattraper. Elle a LPS et porine, alors que gram positif, elle a acide teichoïque, ou c'est bon, elle n'a pas. Donc, pour récapituler un peu la différence entre les deux, gram positif, le peptidoglycane, il est épais, donc en plus, il y a le P épais, les deux. Gram négatif, il a un peptidoglycane mince, en moins, plus. Gram positif, on n'a pas de membrane externe, c'est tout à fait logique, c'est gram négatif qui a la membrane externe et c'est elle qui a l'espace périplasmique. Elle a fait ça pour un peu se rattraper. Et gram positif, elle a un acide teichoïque, alors que gram négatif, elle a des LPS et des porines. Tout cela, c'est des éléments de virulence, que ce soit l'acide teichoïque ou les LPS. Donc, c'était ça pour la paroi. On a dit que c'est elle qui va donner la forme aux bactéries. C'est elle qui va les diviser en deux groupes, gram positif et gram négatif. Et chacun a ses caractéristiques. Il faut savoir que dans le domaine médical, il y a toujours l'exception à la règle. C'est vrai, on les a divisés en deux grands groupes et c'est ce qui vous intéresse. Mais bien sûr, il y a des bactéries qu'on appelle atypiques. Ça veut dire c'est les myobacterium tuberculosis. Vous allez les faire plus en détail. C'est les bactéries qui donnent la tuberculose. Ils sont colorés par une autre type de coloration qu'on appelle Zein-Nielsen. Après ça, on a fait la capsule, qui était la veste, qui n'était pas obligatoire. On a fait la membrane plasmique, qui était les vêtements, qui sont obligatoires. Après ça, on passe aux sous-vêtements, c'est la membrane plasmique. La membrane plasmique, donc, elle est tout aussi obligatoire. La membrane plasmique, il n'y a rien d'exceptionnel. C'est copier-coller du modèle de l'être humain. C'est comme vous connaissez, c'est une bicouche bilipidique. Donc, il y aura deux couches de lipides qui vont se superposer. Elle peut contenir des glycoprotéines, des protéines comme ça ici. Donc, c'est le même modèle de l'être humain. Comme on a dit, elle était obligatoire. C'est une bicouche lipidique. Et bien sûr, elle aura plus ou moins les mêmes fonctions d'une membrane tout à fait humaine. C'est qu'elle est semi-perméable, elle ne laisse pas passer tout. C'est un filtre, donc. Et aussi, comme on a dû le dire précédemment, les cellules eucaryotes ont un noyau et des organites. Parmi ces organites, c'est l'appareil de Golgi. Alors que les cellules prokaryotes, on a dit qu'ils n'avaient pas d'organites. Donc, logiquement, c'est la membrane qui va s'en occuper de ce que fait l'appareil de Golgi, de l'appareil de Golgi et ce que fait les mitochondries. Et les mitochondries, c'est le siège de la respiration. Et c'est la membrane qui va s'en charger. Cette notion, elle est très importante de la membrane plasmique qui est le siège des enzymes respiratoires. Ça tombe assez fréquemment dans les QCM. Après ça, on a terminé avec les trois couches, avec les trois couvertures qu'a la bactérie. Et elle est bien recouverte. On passe à autre chose. On passe au cytoplasme. Le cytoplasme, il n'y a pas grand-chose à connaître, à part le fait qu'il contient pas d'organites. Quand on parle d'organites, on parle de Golgi, de mitochondries et de réticulum. Il y a un truc qui est très important, qui porte à confusion, c'est que les ribosomes, ils sont présents dans les cytoplasmes. C'est pas parce qu'il n'y a pas d'organites qu'il n'y a pas de ribosomes. Et vous savez que sans ribosomes, il n'y aura pas de synthèse de protéines. Donc, il y a toujours des ribosomes, et ça, c'est très important. Les ribosomes, ça ressemble aux ribosomes des êtres humains, sauf que les unités, elles diffèrent. À part ça, il n'y a pas grand-chose à connaître. Le cytoplasme contient des ribosomes, tout simplement. Donc, dans ce cytoplasme, logiquement, qu'est-ce qu'il y a? Il y aura le matériel génétique de cette bactérie. C'est là qu'on entame l'ADN. Et l'ADN, logiquement, on vient de dire que c'est une cellule prokaryote
ne contient pas de noyau et pas d'organisme. Pas de noyau signifie qu'il n'y a pas d'ADN qui est à l'intérieur d'une membrane et tout. Non, il est libre dans le cytoplasme. Là, comme vous voyez dans ce petit schéma, c'est qu'il y a un ADN qui est comme ça enroulé, faufilé et tout. Il y a un autre type d'ADN qui est circulaire. C'est un très joli cerciforme qu'on appelle plasmide. Et ben, c'est ce qui fait un peu la différence avec les êtres humains, c'est qu'elle a un ADN chromosomique qui est plus ou moins semblable et un ADN qu'on appelle extra-chromosomique. Cet ADN extra-chromosomique qu'on appelle plasmide, donc du mot plasmide, c'est quelque chose qui n'existe pas chez nous, ça veut dire qu'il est spécial aux bactéries. Et ben, les bactéries, spécialité, c'est ça. Les bactéries, sa spécialité, c'est de nous rendre malades et d'échapper aux antibiotiques. Et ben, c'est ce que fait le plasmide. C'est les gènes de résistance aux antibiotiques sont contenus dans ce plasmide. C'est un peu sa spécialité. L'ADN chromosomique, bien sûr, c'est un ADN qui est circulaire, bicaténaire et tout, mais ça code pour tous les gènes et pour toutes les protéines dont la bactérie en aura besoin. Ça, c'était en général. Après ça, on a fait les 3 couvertures qui recouvrent la bactérie, capsule, qui n'est pas obligatoire, c'est comme la veste. On a fait la membrane plasmique et les parois, c'était les vêtements et les sous-vêtements qui sont nécessaires. On a parlé du cytoplasme qui contient des ribosomes. L'ADN qui est chromosomique, extra-chromosomique. On passe après aux appendices. Les appendices, d'où leur nom déjà, je pense que vous avez déjà tous entendu parler de quelqu'un a eu l'appendicite, a été traité l'appendicite et tout. Et ben l'appendice c'est quelque chose qui est en plus. C'est comme chez les êtres humains, à la fin il y a un truc qui est en plus qu'on appelle l'appendice. Et ben c'est la même chose pour les bactéries. C'est quelque chose qui est en plus. Si on dit quelque chose qui est en plus, donc c'est facultatif. Tout type d'appendice ils sont facultatifs. Ziyada. Eh ben, ce type d'appendice, on peut les diviser un peu en 2 parties. On a les flagelles et les pili. Quand on dit pili, c'est au pluriel. Eh ben, dans les pili, il faut savoir que les pili eux-mêmes, ils se divisent en 2 parties. On a des pili communs, ceux-là que vous voyez, qui sont très nombreux et très courts. Le rôle ici, c'est d'adhérer à une autre bactérie, que ce soit une autre bactérie ou à une surface. C'est surtout l'adhésion à une surface ou chez l'être humain, elle va adhérer par exemple à l'intérieur de ses organes et tout. Et on a un autre type de pili, c'est le pili sexuel. Comme vous voyez ici, il est plus ou moins unique, donc ils ne sont pas nombreux. Il est plus ou moins plus long par rapport aux autres. Celui-là, on va en parler en détail dans le cours de la génétique. Il a un rôle dans ce qu'on appelle la conjugaison. On va après la détailler. Alors que, comme vous voyez ici, les flagelles déjà, elle est très longue et elle n'est pas nombreuse aussi. La flagelle, c'est un peu comme une queue. Donc la queue, c'est plus, elle est mobile. Donc son rôle, c'est surtout la mobilité et en même temps, elle aura un antigène, ce qui fait sa virulence. Donc, pour récapituler, les appendices, c'est quelque chose en plus, retrouvé à la surface. On a flagelle et pili. Les pili, on a commun et on a sexuel. Ça, c'était pour les appendices. Après ça, on termine par la spore. La spore, c'est pas quelque chose qu'elle a, la bactérie, mais c'est plus un mode de vie, un mode de survie, plus à vrai dire. Il faut savoir que la bactérie, déjà, elle se casse pas la tête. Elle n'a ni mitose ni myose. Comment elle se divise? On a une bactérie ici, elle va se diviser ici au milieu et elle va te donner 2 autres bactéries. C'est ce qu'on appelle la division par scisséparité. Scisséparité du mot séparé. Donc, c'est une bactérie qui sera divisée en 2, séparée en 2. Ça, c'est assez basique comme type de division. Il faut savoir que la définition de spore, c'est que quand il y a quelque chose de stressant, par exemple, le milieu il est appauvri, les antibiotiques ou quoi que ce soit. Certains types de bactéries, qu'est-ce qu'elles font? Elles jettent tout. Elles jettent tout ce qu'elles ont. Leur cytoplasme, leur ribosome, elles vont tout jeter jusqu'à laisser seulement leur matériel génétique. Elles gardent seulement leur ADN. Et ben pourquoi elles font ça? C'est comment le dirais-je? C'est pour ne pas mourir dans ce milieu.
qui n'est pas adapté à leur croissance. Donc, elles vont rentrer dans ce qu'on appelle un état de dormance. C'est comme les ours. Elles vont un peu se cacher et rester endormies jusqu'au jour où le milieu il devient favorable, où on lui change de milieu. Donc, ça, c'était en général. On arrive presque à la fin. On va faire un petit tableau récapitulatif ou plus ou moins comparatif avec tous les éléments qu'on vient de citer entre facultatif et obligatoire. Il faut savoir que c'est une notion très importante à connaître et ça tombe souvent. Essayez de ne pas seulement les apprendre, mais un peu de les comprendre et de les deviner. Déjà, tout ce qui est obligatoire, on vient de dire que c'était la paroi et la membrane plasmique. On vient de parler de ça. Après ça, c'était l'ADN chromosomique. Sans ADN, la cellule, elle pourra pas se diviser, elle pourra pas synthétiser ses protéines et tout. Son cytoplasme, bien sûr, et ses ribosomes pour synthétiser ses protéines. Tout ce qui est facultatif, on a parlé de capsule. Capsule, c'était la couverture la plus externe. Donc, la capsule, elle n'est pas vraiment nécessaire. C'est plus, j'ai certaines bactéries qui sont un peu plus méchantes. Et on a parlé d'appendices. Déjà, vous avez 3 éléments directement. Les appendices, c'était flagelles, les pili et les fimbriae. Ça, c'était pour les pili communs. J'ai oublié de le mentionner. Donc, tous les appendices, ils sont en plus, d'où leur nom. Et le dernier, c'était la spore. Ce mode de survie, ce mode d'adaptation, ça concerne pas toutes les bactéries. Il y a des bactéries, quand le milieu est s'appauvrit, elles meurent. Elles ne savent pas comment lutter et d'autres, elles se transforment en spores. Ça, c'était pour la première. Savoir que cette bactérie, elle a une physiologie comme l'être humain. Comme l'être humain, il a des fonctions. Et il a une fonction de digestif, de survie, de comment il se nourrit. C'est la même chose pour la bactérie. Elle a sa propre physiologie. Sa physiologie, on va la diviser en 3 parties. On va parler de sa nutrition, quoi elle mange, de quoi elle se nourrit, de son métabolisme, ça veut dire ses nutriments, qu'est-ce qu'elle va faire pour les utiliser, et à la fin, sa croissance. Grâce à ces nutriments et ce métabolisme, elle va croître. On entame directement avec la nutrition. La nutrition, il faut savoir que il y a plusieurs volets dont on va parler. Le premier, c'est les besoins élémentaires. Vous avez dû voir ceci. Besoins élémentaires, ça signifie tout simplement, c'est des besoins de base. C'est des besoins que toute bactérie a besoin, quel que soit son type. Par exemple, l'homme, il a besoin de l'eau. C'est la même chose déjà pour la bactérie. Sans eau, il pourra pas survivre. Et en même temps, il a besoin d'un minimum de nutriments. Par exemple, un être humain. Si tu lui donnes de l'eau et par exemple que du riz, il va survivre, bien sûr, parce qu'il a de l'eau et de la nourriture. C'est presque la même chose pour les bactéries. Elle a certains besoins minimaux. C'est le minimum pour qu'elle puisse se nourrir et qu'elle puisse croître et ne pas mourir. Elle a besoin de l'eau en grande quantité. Donc, c'est un peu comme tout être vivant. Il a besoin souvent assez d'eau. La deuxième chose, elle a besoin de certains éléments que je vous ai réunis sous le nom de CAPS. CAPS, chaque lettre elle signifie quelque chose. Le C, c'est pour carbone, le A, c'est pour azote, le P, c'est pour phosphore et le S, c'est pour le soufre. C'est ces éléments dont elle a besoin. On a les ions minéraux, donc elle a besoin d'ions minéraux, c'est les Na+, K+, Mg2+, et les oligo-éléments, c'est le calcium, le Ca, le Co, le Cu, etc. Il faut savoir que parfois ça tombe en confusion. Dans les QCM, ils peuvent vous mettre, par exemple, une bactérie, elle a besoin de l'eau, du carbone et d'ions minéraux. Il faut savoir que c'est juste, c'est une réponse qui est juste. Ce qui est faux, si on vous rajoute quelque chose qui figure pas dans cette plaque. Si on vous rajoute, je sais pas, par exemple des vitamines et tout ça, c'est pas un besoin minimal. Ça rentre dans un autre cadre. Après ça, cette bactérie, c'est le minimum dont elle a besoin. Après, elle a besoin de ramener de l'énergie. Son énergie, elle va le ramener de différentes manières. Ça dépend de son type et sa famille. On a des bactéries qu'on appelle chimiotrophes. Et on a des bactéries qu'on appelle phototrophes. Chimio, il y a le mot chimio, donc c'est pour chimique. Donc elle va utiliser des réactions chimiques. Quelles sont les réactions chimiques qu'on utilise nous-mêmes dans notre organisme? C'est les réactions d'oxydoréduction. C'est tout à fait logique.
Et on a les bactéries phototrophes. Phototrophes, on a photo, donc pour photons. Les photons, c'est la lumière. Donc les petites particules de lumière. Donc elle a besoin de ramener son énergie de la lumière. C'est un peu comme les plantes. Elle va faire de la photosynthèse, plus ou moins. Après ça, dans les deux types, c'est presque la même chose. Elle a une source d'énergie. Après, elle a besoin d'un substrat. C'est comme une réaction. Un substrat qu'elle va le transformer. Ici, on a les bactéries chimiolithotrophes. Quand on parle de litho, ça veut dire c'est quelque chose de minéral. Je vous donne l'exemple de lithium. Lithium, donc c'est minéral. Alors, quand on parle de bactéries chimio-organotrophes, c'est quelque chose d'organique. Donc, elle a besoin d'un substrat qui est organique. Les substrats organiques, l'exemple le plus typique, c'est ce qu'on mange à longueur de journée, c'est le sucre. C'est le glucose. La même chose pour les phototrophes. On a photolithotrophes. On a dit litho pour minéral, donc lithium. Et organo pour organique, donc d'un substrat organique. Après, quand vous voyez comme ça, le schéma, on va essayer un peu, on va se dire quel type de bactérie elle va essayer qui pourra survivre chez nous. Et ben, en utilisant un peu la logique des choses, une bactérie qui est à l'intérieur du corps humain ne pourra pas utiliser la lumière. Si elle ne pourra pas utiliser la lumière, mais elle appartient à une phase. C'est pas le genre de bactérie qui pourra survivre chez nous. Donc, forcément, elle va utiliser l'oxydation-réduction, des réactions chimiques. Si elle utilise une réaction chimique, quel substrat elle va utiliser? Est-ce qu'elle va utiliser un minéral ou un substrat organique? Logiquement, elle va utiliser un substrat organique. On est bourré de sucre, on est bourré de glucose, et elle va trouver ça à volonté. Et ce qui fait que ce type de bactéries, les chimio-organotrophes, ce sont le type de bactéries plus ou moins qui vont survivre chez l'homme et qui vont être pathogènes pour l'homme ou bien vivre à l'intérieur de l'homme. Ça, c'était pour le besoin énergétique. On a parlé de besoin minimal. C'est le minimum dont elle a besoin. L'eau, les CAPS, les ions minéraux et oligo-éléments. On a parlé de besoin énergétique. Il y a certains, ils utilisent des réactions chimiques. D'autres, elles utilisent la lumière, phototrophes, chimiotrophes. Et ça dépend de leur substrat. Là, c'est juste un petit rappel, comme on l'a dit. Certains, ils utilisent l'énergie chimique. D'autres, elles vont utiliser l'énergie lumineuse, tout ce qui est lumière et tout. Et après ça, on a parlé de substrat. Substrat, il peut être minéral. On parle de lithotrophe. Litho pour lithium, pour un peu le retenir. Et organique, donc tout ce qui est organique, comme le glucose, ce qui est l'exemple le plus typique. On passe à une deuxième notion dans la nutrition. Eh ben, on a vu tout cela. Par exemple, un être humain qui mange de l'humain et l'ose, il va survivre. Mais pour être honnête entre nous, on mange pas que ça. On mange plein d'autres choses, plein d'autres nutriments. C'est ce qui fait que certaines bactéries, elles sont exigeantes. Elles sont exigeantes, ça veut dire que un milieu qui contient que de l'eau, que du carbone, que des ions minéraux, ça lui suffit pas. Elle a besoin d'autres choses pour se nourrir et pour croître. Elle peut avoir besoin d'acides aminés, de base purique et pyrimidique, ou bien de vitamines. Vitamines comme nous, on utilise parfois les vitamines pour renforcer un peu le système immunitaire et tout. Donc, comme on a parlé de cette notion, d'exigeante ou pas exigeante, eh ben, il y a certaines bactéries qui m'appellent qanou'in. Tu lui donnes un milieu minimal, elle va survivre, elle va croître derrière. C'est ce qu'on appelle les bactéries prototrophes. Alors que il y a d'autres types de bactéries, eh ben, ils te disent, le carbone. Non. J'ai besoin d'autre chose pour survivre. C'est pas suffisant, tout cela. Eh ben oui, c'est ce qu'on appelle auxotrophe. Auxotrophe, il y a déjà le X, ça veut dire elle est exigeante. Peut-être comme on le dit. Alors que prototrophe, toujours le P de négation, pas exigeante. Là, on a pris un petit exemple pour assimiler un peu l'idée. C'est que on a pris un milieu minimal. Voilà. Un milieu minimal, ça veut dire qu'il contient les besoins minimaux dont on a parlé précédemment. Logiquement, هذه اللي ماشي exigeante, elle va croître مسكينة. هي كما يقولوا تحوس غير لهنا. Alors que l'auxotrophe, non. L'auxotrophe, elle va te dire non, c'est pas suffisant pour moi. Après ça,
on a pris un milieu dont on a rajouté de l'arginine. L'arginine, il faut savoir que on a pris une bactérie qui aime de l'arginine, qui a besoin de l'arginine. On voit que les deux types de bactéries, ils ont pu croître. Qui ont pu croître, c'est ce qui fait que ce milieu qui est spécifique, qui a été enrichi, il lui a permis sa croissance. Après ça, qu'est-ce qu'on a fait? On s'était dit, malgré qu'elle est exigeante, on va donner de la lysine. Peut-être qu'elle va croître aussi. C'est aussi une substance qui est spécifique. Les bactéries qui sont exigeantes, elle te dit non, l'arginine, c'est tout. Donc, substance spécifique, ça veut dire elle est spécifique à quelque chose. Elle a besoin de ça, tu lui donnes ça. Sinon, ça égale mort, pas de croissance. Prototrophes, non, ils sont plus gentils. Elles peuvent croître n'importe où. Donc ça, c'était pour les substances spécifiques. Donc elle a besoin minimal. L'énergie, et certaines bactéries, les tchirto et tout. Il faut savoir, par exemple, donc je prends un milieu minimal, une bactérie prototrophe matcharach, et après je vois qu'il n'y a pas de croissance. Et je me dis, qu'est-ce qui arrive à cette bactérie? Et le problème ici, c'est qu'il y a des facteurs de l'environnement. C'est un peu comme l'humain qui a des relations toxiques ou par exemple. Donc, cette bactérie, il y a aussi des facteurs de l'environnement qui vont influencer sur sa croissance. Ça, c'est pas suffisant, les substances seulement. Il lui faut les substances, l'énergie et aussi les facteurs de croissance. Ces facteurs de croissance, vous pouvez un peu deviner certains, c'est la température, c'est le pH, la pression osmotique, ça veut dire le sel directement, quand on dit osmotique, et c'est l'oxygène. On commence par la température. La température, déjà, on caractérise plusieurs types de bactéries. On a certains individus qui vivent dans le pôle Nord où il fait froid et d'autres ils vivent dans le Sahara et tout. C'est la même chose pour les bactéries. C'est pas démontré dans ce schéma. On commence d'abord par les bactéries cryophiles. Cryophiles, comme vous voyez ici, ça veut dire qu'elles vont croître en dessous du 0 degré. Et échouent à 0 degré. Cryo, déjà, ça vient de glace. La glace. Les chevaux bref, le pôle Nord et tout. Après, ils te disent, on a découvert ça, ou c'est une bactérie méchante et tout. C'est à peu près ça. Après, ils viennent les psychrophiles. Psychrophiles, du mot psy, c'est un peu, elles sont un peu faux-folles, psycho, on va dire. Elles te disent, analyse je vais croître de 0 à 10 degrés environ, à quelques 20 degrés. C'est un peu froid, mais en même temps pas très froid. Après ça, il vient les bactéries mésophiles. Le mot méso, je pense que vous avez déjà entendu le mot méso. Quand on utilise ce préfixe méso, ça veut dire on est dans la moyenne. Donc, elles vont croître dans une moyenne. La moyenne, logiquement, c'est une moyenne par rapport à qui? C'est par rapport à l'être humain. Donc, entre 20 et 40 degrés. C'est le type de bactéries qui vont croître à l'intérieur de notre organisme. Et les dernières, c'est les bactéries qui aiment bien la chaleur, ce qu'on appelle thermophiles. Thermo, ça veut dire que c'est comme un thermomètre, elles aiment trop la chaleur. Elles vont croître de 45 à environ 65 degrés. Donc, on a les cryophiles, ils vont croître à inférieur à 0 degré, psychrophiles entre 0 et 10, mésophiles 20 à 40, et thermophiles 45-65, plus ou moins. Le pH, il n'y a pas grand chose à dire, sauf que le pH, les bactéries sont un peu neutres, ils vont pas donner d'avis sur ça. Un pH neutre pour la plupart. Et bien sûr, on peut retrouver certains qui vont croître dans un pH un peu plus acide ou un peu plus alcalin. Pour le sel, c'est à peu près la même chose. Il y a certains qui aiment le sel, d'autres non. Ce qui nous intéresse à détailler, c'est l'oxygène aussi. L'oxygène, c'est à peu près où je donne, c'est un peu comme les probabilités. On a assemblé les probabilités possibles et logiquement, on va ressortir avec 5 probabilités, je veux dire. Logiquement, on va commencer par les deux extrêmes. Les تحب l'oxygène ou les تحبوش carrément. C'est toxique pour elle. Voilà. Donc, on a les aérobies obligatoires. Vous voyez ici, elle est en train de croître à la surface. Sinon, c'est impossible pour qu'elle croît. Et l'autre extrême, c'est les anaérobies obligatoires. Ça veut dire elles vont survivre au fin fond du tube. Ça veut dire là où il n'y a pas de l'oxygène. Après ça, il y a le mitch qui sont au milieu.
ni trop anaérobie, ni trop aérobie. C'est un peu au milieu. C'est un petit mélange. Donc, les premières, c'est les anaérobies facultatives. Qu'est-ce que ça veut dire anaérobie facultative? Déjà, ça commence par aéro. Ça veut dire elle préfère l'oxygène. Quand vous voyez, il y a une bonne partie qui est à la surface. Mais إذا ما كاينش l'oxygène ou je trouve que c'est pas grave. Je نسيي ندير واش قدرت. Donc, il y a certains qui peuvent croître aussi au fond du tube. Les autres, c'est ce qu'on appelle les anaérobies tolérantes ou là les aérotolérantes. C'est comme vous voulez. Quand on dit quelqu'un qui est tolérant, un prof par exemple qui est tolérant, ça veut dire il tolère toutes les gamineries, toutes les choses stupides qu'on fait. Il est tolérant, et c'est un peu qu'il accepte tout cela. Ça veut dire que elles sont tolérantes. L'oxygène, le maquage l'oxygène, c'est à même degré. Ils vont croître, regarder de façon homogène, kiff, le fort ou le tête. Et les dernières, c'est ce qu'on appelle micro-aérophiles. Et ben, elles ont besoin d'oxygène. Micro, déjà quand on dit micro c'est petit, et aéro, donc un petit peu d'oxygène. D'oxygène, donc elles vont croître tête la surface. Un tout petit peu tête la surface. Donc, pour récapituler, la nutrition d'une bactérie, elle a besoin d'un milieu minimal, les besoins élémentaires, c'est les lots, minéraux, oligo-éléments, les CAPS. Elle a besoin d'une énergie soit phototrophe, soit chimiotrophe. Et elle a aussi certaines, elles sont exigeantes, elle a besoin de substances spécifiques comme vitamines, acides aminés. Et sans oublier les facteurs de l'environnement, donc les facteurs qui influencent sa croissance, c'est la température, il y en a 4 types, et la pression d'oxygène, où il y en a 5 types, et à moindre degré, le pH et le sel. Ça, c'était pour la nutrition. On passe au métabolisme. Eh bien, le métabolisme, ne vous cassez pas trop la tête avec le métabolisme, c'est comme le métabolisme chez les êtres humains, sans rentrer dans ces détails, c'est des trucs que vous avez déjà vus, mais vous n'aurez pas vraiment besoin. Eh bien, c'est la même chose comme l'homme. On peut utiliser en présence d'oxygène, on peut utiliser la respiration cellulaire. Et par exemple, quand on fait du sport et tout, on court rapidement, on utilise la fermentation. Donc, c'est comme l'être humain. Il y a la respiration cellulaire, cycle de Krebs et machin truc, etc. Le cycle de Krebs que personne ne va retenir. Et la fermentation. Et bien, la seule chose que vous pourrez un peu retenir, c'est qu'elle utilise soit respiration, soit fermentation. Mais en même temps, il faut savoir que, par exemple, on va prendre l'exemple, ça marche de tout, une pâte. Une pâte, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez la recouvrir. Vous allez la recouvrir par, je sais pas, par n'importe quelle chose, par un papier ou là. Voilà, vous allez la recouvrir. C'est pour qu'il n'y ait pas d'oxygène qui va arriver à cette pâte. Et après, vous allez voir, c'est bien, ou et tout. Et bien, ça, c'est ce qui fait que les bactéries, elles préfèrent la fermentation et non pas la respiration. Elles peuvent les utiliser les deux, mais elles préfèrent la fermentation. Ou rapide. La fermentation, on sait que ça donne pas beaucoup d'énergie, mais elle est rapide. Donc, quand vous allez les mettre par exemple, dans un milieu qui contient pas de l'oxygène, elles vont croître plus rapidement par rapport à un milieu qui contient de l'oxygène. Ça, c'était pour le métabolisme. Bien sûr, la fermentation, ça peut utiliser l'acide lactique, comme on a vu chez l'être humain. Quand on fait du sport et tout, il y a beaucoup d'acide lactique. Ça peut utiliser l'alcool, le butanol, etc. Mais c'est pas très important. Ça, c'était seulement pour le métabolisme. Il n'y a pas grand-chose à connaître, à part pour ce qui est fermentation, respiration. On passe à la fin. C'est la croissance. Eh bien, la croissance, avant de parler de croissance proprement dite, il faut savoir que, pour imaginer un peu la chose, dans les laboratoires de microbiologie, quand on dit on va faire une culture d'une bactérie dans un milieu de culture et tout ce genre de mots, et bien ce qu'on veut dire, c'est ce cercle que vous voyez là, qui est jaunâtre, et bien c'est ça le milieu de culture. C'est là qu'on va mettre la bactérie. Et bien ce milieu de culture, de quoi il est formé? Cette substance qui est jaune, qui est un peu gluante, c'est c'est comme par exemple, je sais pas,
c'est comme certains bonbons et tout, ils sont un peu gluants. Et ben, c'est ce qu'on appelle la gélose. Cette gélose, c'est ce qu'on a vu au tout début, c'est les besoins élémentaires, c'est les besoins de base. N'importe quelle bactérie qui n'est pas exigeante, elle pourra croître ici. Après ça, qu'est-ce qu'on va faire? Ils vont prendre ce cercle, ils vont prendre comme une pipette. Et la bactérie, bien sûr, elle est invisible à l'œil nu. Ils vont faire comme ça. Ils vont l'étaler comme ça. Et quand on va la mettre en culture, dans le milieu qu'elle a besoin, dans la température qu'elle a besoin, dans l'oxygène qu'elle a besoin, on aura cette image. Ça, c'est ce qu'on appelle les bactéries. Tout cela en blanc. Ça, c'est un peu plus pour vous. C'est un peu le détail de la spécialité, mais c'est juste pour connaître. Comme ça, en général, pour comprendre un peu la chose. Pour comprendre un peu la chose, eh ben, il faut savoir que en tout ce qui est domaine médical, on aime toujours quantifier les choses. On dire des chiffres sur des choses qu'on a vues. On a vu une bactérie qui est en train de croître, on veut mettre un chiffre là-dessus. C'est ce qui permet de rendre le subjectif en objectif. C'est ça vraiment le but suprême de la spécialité en général. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? C'est ce qu'on a fait pour quantifier cette croissance. On a deux paramètres. On a le taux de croissance et le temps de régénération. Là, il faut bien différencier. Là, je dis temps, et là, c'est un taux. Taux, c'est un rapport, c'est un chiffre, ماشي وقت. On commence par le temps de régénération. Le temps de régénération, le temps nécessaire pour qu'une bactérie, elle te donne zouch. Donc, c'est le temps nécessaire pour une bactérie, pour le dédoublement d'une bactérie. Et la même chose, elle te donne 2. C'est vrai, au début, ils étaient 2. Ou elle va donner ces 2. C'est un exemple un peu au hasard. Je vous dis, cette bactérie, elle a pris 10 minutes pour avoir 2. Même chose pour celle-là, elle aura le même temps. Ça diffère bien sûr d'une espèce à une autre. Par exemple, je prends toujours l'exemple de la tuberculose. La tuberculose, il faut savoir que c'est une bactérie qui prend 20 heures à environ pour donner elle donne 2. Alors que d'autres bactéries sont plus rapides. L'exemple ici, elle prend seulement 10 minutes et il y a qui prennent moins. Donc ça varie de l'espèce de la bactérie. Après ça, on a le taux de croissance. Le taux de croissance, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre le nombre de divisions. Maintenant, chaque fois elle s'est divisée par unité de temps. Par exemple, le plus souvent, qu'est-ce qu'ils vont prendre? Ils vont prendre 1 heure. Maintenant, l'exemple de la bactérie, fi sa'a, شحال مدت لي. Donc, je vais, هنايا الساعة. Et je vais voir si c'est par exemple, je sais pas, la donnée 30 ou la 10 ou la, ça va varier. C'est ça, la différence entre les deux. Après ça, eh ben, la croissance, elle a une cinétique. Maintenant, je suis pour qu'elle croît. Eh ben, il y en a en vrai, il y a 6 phases. Eh ben, les phases, tout d'abord, on a la phase de latence. On va suivre le schéma. Il se passe rien. C'est tout plat. Et pourquoi il se passe rien? Et ben, la bactérie, le milieu. Même, elle se dit, est-ce que le milieu, je peux croître faire ou là. Qui m'a l'exemple de la bactérie auxotrophe qui est exigeante. Elle va voir, il a fait l'arginine ou là. Mais elle va pas croître à la Donc là, elle est en train de réfléchir. Elle trame plus ou moins. Elle voit si le terrain il est bien ou pas. Après ça, qu'est-ce qui va se passer? Elle va commencer à croître un peu, chef de milieu menacé et tout. Elle commence à croître un peu, c'est ce qu'on appelle la phase d'accélération. Et à un certain moment, vraiment, tu te dédoubler rapidement. Elle te donne des centaines et des milliers. C'est ce qu'on appelle la phase de croissance exponentielle. C'est comme le schéma de l'expo. Et ben, c'est la même chose. Maintenant, elle va se dédoubler vraiment très rapidement. Après, ce qui va se passer, elle va se ralentir la pente. Elle a consommé le milieu c'est ce qui fait qu'elle va se ralentir.
Après ça, il y a une phase stationnaire. C'est bon, il ne reste plus rien. Ou ça veut dire que le nombre de bactéries qui sont en train comment le dire, de naître et ceux qui sont en train de mourir, ils sont au même niveau. Donc c'est stationnaire, rien ne change. C'est pour ça que c'est plat. Et puis, il y a la phase de déclin. Là, c'est bon. Les morts, les bactéries qui sont mortes, elles dépassent largement les bactéries vivantes ou jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. C'est un peu comme on va reprendre l'exemple de la pâte, les درناها. Tout d'abord, حطيناها هنايا ما يصرا والو. ومن بعد تبدا نشوفوها نطلعوا عليها هكا على 5 دقائق على on va dire 20 minutes 30 minutes c'est bon بدات تطلع شويه. Après ça, on va dire على 2 سوايع ساعه c'est bon vraiment elle va exploser نقولوا حتى تفطر هاد لا بات. Après ça, كي نعاودو نولو après on va dire ساعه واحده اخرى c'est bon بلي rien n'a changé بقات هكاك لحقت باغ اكزومبل او بو كاع الفوقه بقات هكاك ستاب. Et à un certain moment, إذا زدنا لها 3 سوايع ولا بلوس واش نقولوا سي بو لا بات حطت نقولوها خرجت الخميره. Et ben c'est la phase de déclin. C'est à peu près ça. Et en même temps, c'est des bactéries. C'est ceux qui sont en train de croître dans la pâte par fermentation. Donc, on a parlé de nutrition, besoins élémentaires, énergétiques, les substances spécifiques, les tcharto et non, les facteurs de l'environnement, métabolisme, fermentation et respiration, et la croissance, on a dit, il faut retenir le taux de régénération et le taux de croissance, et ces phases, c'est très important, ils sont très simples à retenir. C'était ça en général, mais souvent, on va vous poser cette question même dans les QCM, c'est que ça sert à quoi de connaître ça? Je vous ai regroupé un peu tout cela. C'est qu'il y a un but derrière. On va pas voir pour rien, pour rien faire. Eh ben, ça servira à quoi? Donc, il y a toujours un but derrière. D'abord, la nutrition. Si on va étudier la nutrition, c'est le milieu, le boîte, si elle a besoin d'arginine, l'arginine. Donc, c'est le choix du milieu de culture. Après, pour la croissance, c'est un peu vaste quand on parle de croissance. C'est pour ça que ça englobe un peu tout. C'est la même chose, milieu de culture. Et aussi, selon leurs exigences, on va les identifier. Par exemple, donc, Anaya, quand j'étais en train d'étudier la croissance, باش نشوف إذا حتكبر ولا لا. درت لها في un milieu ما فيهش l'arginine. Et ben وصيبها ما كبرتش. Et ben je me dis voilà, هاد la bactérie elle est exigeante à l'arginine. وإذا درت واحدة أخرى وكبرت, et ben je me dis هاد la bactérie elle n'est pas exigeante. Après ça, il y a la notion de l'activité bactéricide des antibiotiques. On va voir ça plus en détail dans tout ce qui est résistance de sensibilité, mais en général, les milieux, on peut faire autre chose, c'est que la bactérie, on dit de l'antibiotique. On peut voir si l'antibiotique va la tuer ou là, ça veut dire si elle est sensible ou non. Et là, le point est très important parce que ça tend à confusion des fois l'étude de la croissance pour la surveillance de l'antibiothérapie. Surveillance de l'antibiothérapie. Eh bien, il faut savoir, c'est pas la même chose. C'est faux. La surveillance de l'antibiothérapie, je vous donne un exemple. Donc, une tachymatique funongine, tu vas prendre du clamoxyl. Si tu prends du clamoxyl, c'est efficace. Surveillance de l'antibiothérapie. Et ben c'est les signes tu auras moins mal, je sais pas, les symptômes. Donc c'est une surveillance clinique, ماشي بهادو البوايات et tout, non, c'est pas la même chose. Et à la fin, pour le métabolisme c'est pour identifier les espèces bactériennes, elle aime l'oxygène, l'autre non, etc. Donc ça, c'était pour Eh ben, on va voir une autre notion pour faire un peu le tour de toute la question de tout ce qui caractérise une bactérie. C'est la génétique. Donc, la bactérie, comment dirais-je, qu'est-ce qui concerne son ADN et tout. D'abord, on va diviser le cours un peu, on va dire plus ou moins en 4 parties. On va faire un petit rappel. C'est des notions que vous connaissez, vous allez voir. On va faire les mutations et les transferts génétiques et on terminera par un peu tout ce qui est éléments mobiles. C'est pas très important pour la fin. On commence d'abord par un rappel. Un rappel, il faut savoir tout ce qui est génétique,
Eh ben, la bactérie, qu'est-ce qu'elle a fait? C'est copier-coller de l'être humain. Elle a une réplication, une transcription, une traduction. L'être humain, son ADN, on aboutit d'un ADN, d'un gène à une protéine, on passe d'abord par la réplication. L'ADN, on va le dédoubler, on copie de l'ADN. On passe à la transcription. L'ADN, on rejouer un RNM. On va la RNM, on rejouer protéine. C'est la traduction. C'est la même chose pour la bactérie. Elle a quelques points caractéristiques et qui sont un peu logiques, qui sont différents par rapport à l'homme, mais ils sont logiques. Donc ça c'était pour le rappel. On a déjà vu qu'il y a un chromosome et un plasmide. Le chromosome, on a dit qu'il était circulaire, bicaténaire. Le plasmide, c'était plus, il est indépendant, genre des rayons, et c'est pour les gènes de résistance surtout. Tout d'abord, la réplication. La réplication, donc, elle a une caractéristique de la bactérie. Il faut savoir que la réplication, elle a une seule origine. Qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, on a c'est le seul origine. Elle n'aura pas une autre origine. C'est le seul point de alors que chez l'homme, c'est impossible. C'est impossible qu'il y ait une seule origine. Chez l'homme, il y a plusieurs origines. Et ça, vous allez le déduire comme chez l'homme, l'ADN fait des kilomètres. Il est assez long, donc c'est impossible qu'il y ait une seule origine. La bactérie, elle est toute petite, miskina et tout. Donc elle a une seule origine et ça lui suffit. C'est ça la différence, c'était pour ça. Après, on a la transcription et la traduction. C'est kiff et tout. La seule différence, c'est une cellule qui est prokaryote. Prokaryote, tout ça, oui, pas de noyau. Pas de noyau, mais l'ADN, il baigne وحده هكايا, راهو libre. ما كاش une membrane qui le recouvre. Donc, logiquement, حنا واش كنا نديرو؟ كنا نقولوا l'ADN يمد لك RNM ومن بعد l'RNM يخرج من نوايو باش يدير لك لا traduction يمد لك بروتين. Et ben هادوما les étapes هادو كاع راهم يصراو au même temps. راهم كاع يصراو في السيتوبلازم باسكو كلش اوتوماتيك كلش راهو اكوتي n'a pas besoin يخرج ولا راهو كلش اكوتي. C'est la seule chose qui est différente. La réplication, une seule origine, transcription et traduction se font en même temps. Ça c'était pour le rappel. On passe aux mutations. Avant d'entrer dans mutation et transfert génétique, pourquoi on va les étudier? Parce que quand on voit ça dans le rappel, on va se dire les bactéries baga kiff. Hey, ADN, réplicateur, transcriptateur, traduction, par l'arrière. Eh ben non. Il y a des trucs qui font que les bactéries, eh ben, ils sont pas les mêmes. Qu'il y a une wahda méchante, elle te donne des signes respiratoires, wahda des signes digestifs. Et ce qui fait cette différence, c'est les mutations et les transferts génétiques. C'est ce qui fait que l'ADN, il est très variable. Il te بدل بزاف. Commence d'abord par les mutations. Les mutations, vous avez déjà, je pense, entendu parler ça en génétique, donc je pense que vous avez une idée. La mutation, on va prendre une séquence d'ADN, par exemple, le C, il te بدل بالT, ou les place au T. Ou là, par exemple, on rajoute حاجة واحدة أخرى. Ou là, il s'inverse, il va يتبادل هكا مع الA, ou un truc comme ça. Donc, une mutation, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'il y a un changement de la séquence d'ADN. Ce changement, il peut être différent. Ça peut être une délétion, ça peut être une insertion, ça peut être un changement, une base, donc c'est ça ce qui veut dire la mutation. La mutation, et ça concerne pas que les bactéries, ça existe aussi chez nous. Parfois, les mutations sont à l'origine de pathologies. Donc, la mutation dans tel gène, dans tel chromosome, ça donne la maladie de Keda. Et bien, les bactéries, elles ont ce genre de mutation, et ces mutations, c'est pas pour comme l'homme. Ces mutations, elles lui sont un plus, c'est favorable pour elle. Parce que ça lui permettra d'acquérir de nouvelles capacités de résistance. Toujours le but, la bactérie, c'est d'acquérir de nouvelles résistances. Et comment survivre? Je te dis comment je vais survivre dans ce milieu et comment je vais combattre les antibiotiques.
Après ça, il faut savoir que les hnaya, comme on l'a dit en microbiologie, ils aiment beaucoup les expériences. Hadi la mutation, ils l'ont pas découvert au hasard. Ma cache la bactérie a une mutation. Non. Ils ont fait une expérience. Ils avaient fait une expérience qui a mené à déduire ce phénomène de mutation. L'expérience, comment ça se passe? C'est, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris une bactérie, comme vous voyez ici, une bactérie sensible à la streptomycine. Là, pour ne pas vous compliquer les choses. Streptomycine, c'est un antibiotique, mais une bactérie sensible à antibiotique واحد نقولوا هكايا. حطوها في un milieu, حطوها داخل un milieu كيما حنا درنا من قبل la nutrition, un milieu de culture et tout فيه كاع les besoins تاعها pour croître. هاد le milieu ما درناش فيه l'antibiotique. باش ما يقتلهاش si on met cet antibiotique il va la tuer logiquement donc ما درناش فيها l'antibiotique واش صرا تكاتروا bien sûr ils vont croître et tout et, عندهم un milieu favorable il y a pas l'antibiotique اللي يقتلهم et والحياة حلوة après ça qu'est-ce qu'on fait on a pris هاد les bactéries حكمنا حطيناهم في un autre milieu هاد le milieu زدنا له هذاك l'antibiotique logiquement vous allez me dire هاد la bactérie هاد l'antibiotique يقتلها حتى حتموت on va rien trouver معناتها ماشي يتكاثروا et on va rien trouver dans le milieu de culture et ben c'est pas ce qui s'est passé واش صرا tout ce que vous voyez en orange هنا معناتها c'est vide ما صرا والو et هاد le petit point bleu c'est une petite partie des bactéries certaines bactéries quelques-unes qui ont pu croître malgré qu'il y a هذاك l'antibiotique qui est censé les tuer et ben قدروا يعيشوا. Et ben après il y a eu plusieurs hypothèses ils ont pensé qu'elle était résistante d'origine mais الاول هذاك l'antibiotique ما ينفعش فيها et patati patata après ça ils ont conclu que c'était une mutation déjà de là il faut savoir que la mutation la chose la plus importante que vous devez retenir de la mutation il y a les caractères تاعها ça tombe beaucoup عندكم على certains caractères vous pouvez les déduire déjà من هاد la plaque عندك هنايا واش شفنا بلي quelques-unes برك اللي يقدروا يعيشوا ça veut dire c'est les rares elle n'est pas fréquente ça concerne pas tout le monde donc elle est rare le deuxième point c'est que كيفاش يقولوا d'un seul coup brutalement هكايا d'un seul coup elle a muté ça veut dire معناتها ماشي زعما ها هي une bactérie راهي en train de muter non راهي هنا بعد كدانكو en une étape معناتها هكايا ضربة واحدة elle va muter c'est ce qu'on appelle que la mutation elle est spontanée donc voilà la mutation ces caractères elle est spontanée elle est rare et on va voir aussi d'autres caractères c'est que logiquement la mutation راهي داخل une séquence d'ADN et derrière la bactérie elle se divise et elle donne d'autres cellules filles logiquement elle va leur transmettre c'est héréditaire c'est stable maintenant le quatrième caractère, c'est que la mutation, qu'est-ce qu'on a vu? Qui sent la mutation, elle a pu résister à l'antibiotique. Et donc, logiquement, elle est spécifique d'un gène. Sera tu place d'un gène qui est spécifique de la résistance à l'antibiotique. Donc, elle est spécifique de quelque chose. Et en même temps, elle est indépendante. Quand on dit qu'elle est indépendante, ça veut dire, par exemple, on va prendre deux gènes. Le gène qui résiste à l'antibiotique ou le gène qui devient mobile. إذا صارت mutation باش تريزيستي l'antibiotique ماشي معناتها elle aura plus de chance باش دير mutation واحدة أخرى non ils sont indépendants هذا احتمال تاعو وحده زعما نقولوا يساوي 0.005 وهذا احتمال تاعو 0.005 ça va pas s'influencer elles sont indépendantes et le dernier critère c'est qu'elle est discontinue c'est un peu la même chose à peu près pour spontanée c'est que elle survient comme ça brutalement, c'est pas quelque chose qui est continu, mais je relis ça. Donc, les caractères de la mutation, c'est très important à retenir. Si ce qu'il y a quelque chose à retenir, c'est cette plaque. Après ça, on a fini avec la mutation, c'est ce qui fait un peu la différence entre les différents types de bactéries. On passe à ce qu'on appelle les transferts génétiques. Les transferts génétiques, c'est ce qui fait aussi la différence entre les bactéries. On a un peu 4, plus ou moins 4. On a transformation, conjugaison, conversion et transduction. On va détailler chacun et expliquer chacun. On commence d'abord par la transformation. La transformation, c'est
c'est quelque chose qui se transforme. On va donner un exemple un peu pour simplifier les choses. On a une bactérie A, on a une bactérie B. هادو كل وحده عايشه حياتها وحدها. هذه راهي في الشرق وهذه راهي في الغرب، ما عندهم حتى علاقه. هذه لا بكتيريا يبين جينها تموت، elle va mourir pour quelconque raison، قتلها antibiotique ولا peu importe، elle va mourir. Quand elle va mourir, elle va libérer son ADN باينه، elle va enlever sa paroi et tout، elle va libérer son ADN et son ADN يبقى يدور هنايا هكا في لو ميليو et tout. من بعد تجي هاد لا بكتيريا دير فواياج، رجعت تجي la bactérie par coïncidence هي تصيب هاد l'ADN qui est comme ça éparpillé برا. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va prendre une partie منه et elle va l'intégrer داخل هنايا. Elle va le faire entrer à l'intérieur et elle va l'intégrer à l'intérieur de son chromosome ici. Et ben c'est ça ce qu'on appelle la transformation. Donc déjà, tout d'abord, quand on dit transfert génétique, ça veut dire que c'est un transfert d'ADN. On ne parle pas de transfert de nourriture ou de transfert de protéines. C'est un transfert d'ADN. Il est génétique. C'est tout à fait logique. C'est un transfert qu'on dit qui est passif. Qui est passif parce que ça n'a pas besoin d'un intermédiaire et tout. Quand on a de la bactérie, ça va des déchets, elle les a pris à Kaya. Donc, c'est ce qu'on appelle la transformation. Et bien, elle dit la transformation, bien sûr, ils n'ont pas découvert à Kabak. Comme d'habitude, on fait une expérience pour confirmer les résultats. L'expérience, c'est ce qu'on appelle l'expérience des Griffith. Griffith, il a pris une souris, il a pris une souche de bactéries. La souche de bactéries, c'est ce qu'on appelle, vous allez trouver Streptococcus pneumoniae. هذا streptocoque ولا pneumocoque c'est la même chose. Après vous allez le détailler وتسمعوا حتى تكرهوا منه. هذا streptocoque c'est bon يدير بزاف les angines. C'est surtout ça. C'est un gram positif, c'est un coccigram positif. هادو c'est des détails en plus. برك باش تفهموا c'est quoi. et ben هذا streptocoque كيما قرينا من قبل في لا كابسول. streptocoque كاين دو تيب. كاين اللي عنده كابسول واش معناتها il est méchant, il est pathogène وكاين ما عندوش كابسول. Il est gentil هكايا. Donc logiquement, on a fait deux premières expériences. أولا حكمنا هذه la souche S pour capsuler, ça veut dire elle est capsulée, عندها la capsule. Logiquement, t'injectiها داخل la souris مسكينة. Qu'est-ce qui va se passer? Elle va la tuer. T'as injecté une bactérie pathogène capsulée à une souris, ça va la tuer forcément. La deuxième expérience, c'est que حكموا la souche R pour ça veut dire ما كانش la capsule. Injectez-la à la souris. Logiquement, c'est une bactérie qu'on a une capsule. Elle est plus gentille. La souris, elle va survivre. Elle va la combattre et tout. Et elle va survivre. Tout va bien. Tout à fait logique. Injecter souche capsulée, souche acapsulée, ما تقتلهاش. Which is logical. Après ça, qu'est-ce qu'ils ont fait? حكموا هذيك la souche S اللي عندها capsule. Ils l'ont tuée. Ils l'ont tué, qu'est-ce que ça veut dire? Ils l'ont tué par certains phénomènes, avec certains produits et tout. Maintenant, نحاولها كاع la capsule et tout. واش راح يبقى فيها؟ يبقى غير l'ADN. كي يبقى فيها غير l'ADN وانجكتاوه la souris. Et ben logiquement, ما عندهاش la capsule. La capsule هي c'était l'élément اللي يخليها méchante وواعرة et tout. C'est ce qui fait que elle va pas tuer la souris. Ça, on est bien d'accord. On a fait 3 expériences. Pour le moment, ça va. La dernière expérience واش داروا ils se sont dit واش نديروا نحكموا لا سوش اس كون تشوي معناتها بقى غير لا دي ان تاع الكابسولي وراحت لا كابسول تاعها معناتها لي جونتي وحكمنا لا سوش ار كي جونتي معناتها درنا جونتي ما عندهاش كابسول مع لا دي ان تاع لا ميشونت واش صرا لا سوغي مورت تقولوا لي لوجيكمون لا سوش ار ما تغسلهاش ou est tué normalement ما تغسلهاش كيفاش صرا et ben c'est ce qui se passe ici c'est qu'il y a eu une transformation معناتها هذاك لا دي ان تاع هذيك tué اللي كان وحده هكا ليبر جاز عند هذه لا اير il lui a donné une capsule ورجعها méchante c'est ce qui a fait qu'elle a tué la souris. Ça c'était en général. Donc pour récapituler la transformation, tout transfert génétique qu'on a c'est un transfert d'ADN هذه مفروغ منها. Il est passif. وعلاش نقولوا بلي il est passif parce que ما سحقش un intermédiaire, ما سحقش de l'énergie, ما سحق والو. Quand la bactérie dort, elle a trouvé de l'ADN, elle l'a récolté. Donc voilà, l'environnement a une bactérie.
ولا تقدروا تصيبوهم يكتبوا لكم d'une bactérie donatrice معناتها تمت à une bactérie à une bactérie qu'on dit en état de compétence. Qu'est-ce que ça veut dire en état de compétence? Ça veut dire عندها les capacités باش تريكوبيري هذاك l'ADN معناتها شكون عندها بالا باش ترفد هذاك l'ADN. C'est ce que ça veut dire. En même temps, il est partiel. Partiel, ça veut dire مش حتدي قاع داك l'ADN هو داك طويل, elle pourra pas tout prendre. Elle prend une petite partie. واش نفحها. Et en même temps, il est limité. Quand on dit limité, la transformation, ça concerne pas tout le monde. Ça concerne certaines bactéries privilégiées. Donc, c'était ça pour la transformation. C'est passif, c'est partiel et c'est limité. On passe au deuxième type, c'est la conjugaison. Quand on entre la conjugaison, on va faire un petit rappel. C'est là, comme on a vu déjà, on a un chromosome, la bactérie. On a un plasmide. Un plasmide, c'est un ADN extra-chromosomique. هنايا دوكا في هذاك البلازميد كاين ان سيغتان بارتي نسموها بلازميد اف. عندنا un certain type de plasmide qu'on appelle plasmide F. Plasmide F, c'est pour fertilité. F pour fertilité. Qu'est-ce que ça veut dire pour fertilité? Ça veut dire avec plasmide F, grâce à lui, il va synthétiser des protéines qui vont former les pilus sexuelles. Donc, fertilité pour pilus sexuelles. C'est un peu logique. Et donc, ce genre de type de bactéries, on les appelle F+. عندهم plus, عندهم le F. عندهم le plasmide F. Donc, on est bien d'accord. Donc, pour la conjugaison, il faut savoir, pour un peu simplifier les choses, quand on dit conjugaison, on parle souvent par exemple, le marié et la mariée, qui est زوج ou زوجة. Il y a un autre nom pour ça, on dit conjoint et conjointe. D'où le mot de conjugaison. On a besoin d'une bactérie mâle, F+, et une bactérie femelle, F-. C'est pour ça qu'on l'a appelé conjugaison. Donc, c'est la raison pour laquelle on l'a appelé la conjugaison. Donc, il y a une bactérie, F+, normale, elle a son pilule sexuel, elle va se conjuguer à la bactérie F-, اللي ما عندهاش ni pilule sexuelle, ما عندها ni هذاك plasmide F. Elle va se conjuguer, on va dire qu'ils vont s'accoler, c'est ce qui fait qu'il y a passage de le plasmide راح يجوز à cette bactérie F-. Bien sûr, elle va lui donner une copie, ما شفت مثلها كلش كيما يقولوا هكاك ما تفرش. Donc, elle va lui donner une copie. انت كي تصدف حاجه tu vas laisser une copie chez toi ou là tu vas donner la copie. Donc ce qui fait que هاد la bactérie F+ qui مدت لهذاك البلازميد F la bactérie F- ولا الثاني F+. معناتها هنايا شوفوا bien que F+ كي تمد ل F- تولي forcément F+, 100%. C'était la première partie de la conjugaison. Parce que il y a en vrai deux types de conjugaison. Il y a une conjugaison ici, logiquement. C'est une conjugaison qu'on va appeler extra-chromosomique. Parce que c'est le plasmide. Ça concerne rien le plasmide. Et bien, par le même cas, il y a une conjugaison qu'on appelle chromosomique. Chromosomique, ça va faire intervenir un chromosome. Et comment ça va faire intervenir un chromosome? Et bien, قبل la conjugaison, هذيك ال F+, هذه la bactérie qui s'appelle F+, qu'est-ce qu'elle va faire? هذا le plasmide تاعها qui est ici, elle va l'intégrer داخل son chromosome, تدخلو الداخل. C'est tout à fait logique شغل. هذا ADN وهذا ADN تقدر تدخلهم في بعضهم. Et ça devient هكا, يولي ما عندهاش بلازميد بصح يولي عندها un ADN complet وهو داخلو هذا البلازميد. هنا يولي اسمها يتبدل, تولي HFR. HFR c'est pour high frequency of recombination. On va voir après pourquoi on lui a donné ce nom. بعد هذه HFR elle va faire la même chose كيما دارت ال F+ الأولى. تتلاقى مع une bactérie F- femelle, elle va lui donner une partie هنايا donc comme l'ADN chromosomique ماشي من plasmide. On est bien d'accord. Elle va lui donner une partie, donc logiquement elle va prendre une copie منها. بصح هنايا comme vous voyez انا نشوفو مازال مكتوب F-. parce que en vrai كي مدت لها une partie ماشي معناتها forcément مدت لها plasmide F.
تقدر مدته لها تقدر لا تقدر دير جزء صغير منه. دونك HFR plus F moins ça n'égale pas toujours F plus. تقدر mais pas toujours. C'est d'où ce nom de high frequency of recombination. Ça veut dire elle a plus de chances de recombinaison, ça veut dire elle a plus de chances de donner plus de gènes. Il y a plus de gènes par rapport au plasmide اللي كان بديت لها plasmide F هذا ما كان. هنا بديت لها plus de gènes mais en même temps عندها moins de chances تعتمد لك F plus. عندها احتمال اقل تعتمد لك F plus mais احتمال اكبر تعتمد لك d'autres gènes. C'est ce qui fait la différence entre les deux. Donc on a une conjugaison chromosomique et extra-chromosomique. Extra-chromosomique, on a c'était le plasmide هو اللي يجوز و extra-chromosomique c'est l'ADN chromosomique carrément هو اللي حيجوز. Après ça, il faut savoir que dans une certaine expérience, bon, vous n'êtes pas obligé de connaître les détails, mais c'est juste pour la culture. C'est l'expérience de Liederberg et Tatum. Eh ben, attendez un instant. Ah oui. L'expérience de Liederberg et Tatum, eh ben, cette expérience, qu'est-ce qu'ils ont fait? حكموا هدايا هذه سي اون بكتيري و بي هذه سي اون بكتيري. هذه لا بكتيري راك تشوفوا هنا ميثيونين وبيوتين دايرين قدامهم نيجاتيف. كاسكو سافو هذيك نيجاتيف ماشي معناتها ما عندهاش ولا سافو بلي هادوما ميثيونين و بيوتين سي دي سبستانس سبيسيفيك كيما قرينا من قبل بلي اسون اكزيجونت تستحقهم هادوما. الوغ كو هنايا هدايا لا بكتيري بي ما عندهاش مشكل مع ميثيون بيوتين عندها وبيوتين عندها مشكل مع تريونين لوسين ايتيامين هما اللي راهم نيجاتيف. دونك حنا واش درنا نبداو بهذه ميثيونين بيوتين درناها في اميليو مينيمال بين الفا با كرواتر كيما يقولوا ما وفرت لها الشروط. ميم شوز بور لا بكتيري بي درتها في ميليو مينيمال الفا با كرواتر. ابري سا كاس كون ا في اون لي ا ميلونجي خلطناهم مع بعض. واش صرا صبنا دي كولتور باسكو كاس كي سي تاريفي هنا ماشي كيما من قبل درنا اون بكتيري توي مع بكتيري فيفونت نو. هنا لي دو اسون فيفونت صارت لهم اون كونجوغيزون سكي ا في واش خرجوا لنا دي بكتيري ما عندهم مشكل مع حتى وحده من هادوما لي سبستانس سكي في كي لون بو كرواتر. هادي سيتي جوست بور ليكسبيريونس دو ليدربرغ et Tatum. Après ça on passe à un autre type. Donc voilà, avant de passer à un autre type, on va faire un petit récapitulatif. Donc transformation, on a appelé une bactérie qui est morte de son ADN, donc c'était passif, partiel, limité. Conjugaison, conjugaison, elles sont les deux vivantes. Maintenant, d'une bactérie, d'une bactérie mâle à une bactérie femelle. Elle est active. Pourquoi elle est active? Parce qu'elle a utilisé le plasmide F, les médicaments plus sexuels. Donc elle est active. Elle a utilisé un intermédiaire. En même temps, par l'intermédiaire des puces sexuelles, elle est à sens unique. À sens unique, ça veut dire que كيفاش يقولوا donc هذيك F plus مثل F moins mais العكس ليس صحيح كما يقولوا F moins ما حتمد والو ال F plus. Il est partiel toujours. On ne peut pas tout donner. Après ça, on passe à un autre type de transfert. Eh ben, il faut savoir que on va parler de transduction et conversion. Eh ben, c'est à peu près la même chose. Donc, vous allez voir, il y a une petite différence mais les étapes, c'est kiff. Tout d'abord, de transduction et conversion, eh ben, on est un peu différentes, différentes à la Bahreïn. Eh ben, ils vont utiliser ça. Je pense que vous l'avez déjà vu. Et ben celui-là, c'est un bactériophage. Déjà, من اسمه فيه bactério, donc bactérie et phage. Maintenant, il y a que les bactéries. Qu'est-ce que ça peut être? C'est un virus. C'est un virus à les bactéries. Mais quand je les virus à les humains, il y a même un virus à les bactéries. Donc, il va attaquer les bactéries. Les virus qui يقولوا كلمات نفحلو. Des fois, il est méchant, l'autre يكون مزعف et tout, عنده un cycle lytique. Ou des fois, là, il continue avec le tao un cycle lysogénique. On va voir un peu la différence ma binatoire. C'est que, هذا cycle lytique, من اسمه déjà fait le mot lytique. Lytique, ça veut dire lise. Maintenant, il va lise et dire, mais واش يفهم. ها هو le phage. يدخل داخل la cellule. ومن بعد il va utiliser هذا son ADN
pour se multiplier. Il se multiplie derrière la bactérie. C'est un peu comme les virus de l'être humain. On va dire il va détruire la bactérie باش يخرج les phages تاعو وهنا يخرجوا ils vont infecter d'autres bactéries. هذا في الليتيك. عندنا notre cycle qui يكون شويه في القصه تاعو et tout, c'est le cycle lysogénique. هذا الcycle lysogénique il y a toujours le mot lise معناتها مازال كاين عفسه تاع ليز. mais هاد la lise elle se fait كيفاش يقولوا على المدى البعيد plus tard كي تنفعلوا. qu'est-ce qu'il va faire كيف il va entrer à l'intérieur بصح فوالا ها هو دخل بصح هنا واش يدير هذا الغوص il va intégrer son ADN داخل l'ADN تاع لا بكتيري. من بعد موراها لا بكتيري تكمل حياتها نورمال كلي ما صرا والو سو ديفيز اي تو الاخر تو فا بيان. من بعد كان سيغتان جور يتفحلوا هيا جو في لا ديتروي خليني منها كرهت منها il va les détruire يعاود يدخل في cycle lysogénique lytique il va créer de nouveaux phages. et ben هنايا واش صرا هادية pour faire la différence entre transduction et conversion c'est que هنا كي دخل il a donné son ADN viral. ومن بعداتيك داخل la bactérie il y a eu un transfert d'ADN viral à une bactérie ها هو هدايا en orange. mais dans certaines situations واش يقدر يصرا كي شفناه مقبلات باللي il intègre son ADN هنايا داخل تاع لا بكتيري يقدر il va donner des enfants ces enfants يرفدوا un ADN bactérien ها هو. يبقى هاد الADN بكتيريا هاد لو فاج باين راح يكمل حياته كي يكمل حياته يروح ينوتر بكتيري هنايا il va lui donner un ADN bactérien parce que هو عايش بان ADN bactérien. donc هنا c'est ce qui fait la différence entre les deux. La transduction c'est un transfert d'ADN bactérien par l'intermédiaire d'un bactériophage. Bactériophage يرفد ADN تاع بكتيري مدو البكتيري واحده اخرى هذه واش دار. alors que la conversion c'est comme se convertir بدل كاع la religion تاعو c'est que c'est un transfert تاع ADN viral تاع virus مدو une bactérie. c'est ça la différence ما بين les deux. déjà voilà pour la définition. Pour faire un peu la différence, conversion, il y a le V, donc c'est un transfert d'ADN viral. C'est ça ce qui fait la différence. ADN, quand tu dois le viral, c'est bon. Transduction, c'est kiff, ou bactériophage et tout, l'ADN, il est bactérien. C'est ça la seule différence entre les deux. Donc, on a terminé pour cette partie de transfert génétique. Je finis la transformation, c'était passif, c'est d'une cellule qui est morte à une cellule vivante. La conjugaison d'une bactérie mâle à femelle, conjugaison comme conjoint et conjointe. Et on a vu la transduction et conversion, ça fait intervenir un bactériophage. Wahda, conversion, c'est viral, ADN viral, et transduction, c'est ADN bactérien. Donc ça, c'était pour les transferts. Après ça, on passe à un petit élément qui n'est pas très important, mais parfois ça pose un peu problème. C'est pour tout vous dire, vous l'aurez pas besoin, honnêtement. Pour les QCM et tout, ça tombe pas vraiment. Mais on va expliquer un peu la notion rapidement. C'est les transposants et les intégrants. Eh ben, Hadouma, c'est quoi? C'est des séquences d'ADN, parce qu'on a l'ADN, donc c'est des séquences d'ADN. Le transposant, c'est une partie d'ADN qui est capable de sauter, donc de se déplacer. Ça veut dire qu'elle peut se transposer, mais elle se déplacer où elle veut. تقدر تروح البلازميد, تقدر تروح هذاك l'ADN chromosomique, elle peut aller où elle veut. Et en même temps, elle peut se répliquer de façon autonome. Elle est autonome, شاطرة, تروح وين حبت et tout. Alors que l'intégrant c'est tout le contraire. Il est intégré. عنده كيفاش يقولوا أخلاق جيدة. L'intégrant il peut pas se répliquer وحده. Il peut pas se déplacer من بلاصة لبلاصة. إذا راهو في البلازميد يبقى في البلازميد. Il pourra pas bouger. إذا راهو في l'ADN chromosomique يبقى في l'ADN chromosomique. Donc pour un peu schématiser la chose, donc l'intégrant madame il peut pas se déplacer, il سحق عفسة باش il se déplace. Et c'est le transposant, c'est pour ça parfois transposant داخله يكون intégrant. Donc هنا كيما كتشوفوا هذه en rouge, c'est un transposant. هذايا c'est un transposant. Et هاد la partie الزرقاء شوية c'est un intégrant جاي داخله. C'est ça la différence un peu entre les deux. Donc
C'est ça, on arrive à la fin des 3 cours. J'espère que c'était pas trop vite, que vous avez pu